Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres du 22h ce soir. C'est une semaine chargée sur le plan politique et économique qui s'annonce. Réunion avec la Commission européenne ce mercredi. Deuxième conférence de presse du quinquennat le lendemain. François Hollande va défendre son action et tenter de convaincre du sérieux de ses réformes et de son cap. Analyse dans ce journal. 700 pages, 80 propositions et un objectif ambitieux, redéfinir la politique culturelle française à l'heure du numérique. Le rapport Lescure préconise de taxer les smartphones et de supprimer l'Hadopi en transférant la lutte contre le téléchargement illégal au CSA. Les détails dans un instant. Le risque d'extension du conflit syrien n'a jamais été aussi fort. D'un côté, le Hezbollah libanais et l'Iran, de l'autre, la Turquie et Israël. Tous ces acteurs régionaux s'impliquent chaque jour davantage dans la guerre civile syrienne sous les yeux d'une communauté internationale figée. Décryptage ce soir de Jean-Paul Chaniolo. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. La fête a été gâchée, fumigène, bousculade, évacuation de plusieurs personnes, vitrines brisées, voitures vandalisées. Les cérémonies pour le titre de champion de France du PSG ont été émaillées de violents incidents sur la place du Trocadéro. Le syndicat de police Alliance indique que la préfecture a sans doute, je cite, sous-estimé l'événement. Il y avait près de 10 000 personnes ce soir. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, affirme de son côté que les débordements ont été contenus. Beaucoup de supporters se disent dégoûtés de la tournure prise par les événements, affirmant qu'une minorité a tout gâché ce soir. Dans l'actualité, la réforme des retraites s'impose à l'agenda social du gouvernement. Ce sujet épineux a été au cœur des premières rencontres à Matignon aujourd'hui entre Jean-Marc Ayrault, le patronat et les syndicats. L'occasion pour tous les partenaires sociaux d'insister sur leurs revendications dans ce dossier sensible. On écoute. Ce que nous voulons sur les retraites, c'est un système qui soit plus juste. Et qui permettent de pérenniser le système par répartition dans lequel les jeunes générations malheureusement n'ont pas suffisamment confiance. Donc nous voulons une réforme de fond. Nous n'étions pas pour l'augmentation de l'âge de 60 à 62 ans. Je vous rappelle que nous avons largement manifesté contre. Nous ne sommes évidemment pas pour l'augmentation à 65 ans. Ce que nous n'accepterons pas sur les retraites, c'est une réforme globale dite systémique qui consisterait à tout chambouler pour faire un régime par points, par compte notionnel, enfin une usine à gaz. Ça, on ne l'acceptera pas. On n'acceptera pas non plus, je lui ai dit, ou de bouger l'âge, de rallonger l'âge, ou de rallonger la durée de cotisation, enfin ce que Mme Parisot a dit ce matin, ça on ne l'acceptera pas. Vous imaginez bien que je ne suis pas pour une hausse des cotisations parce que le coût du travail en France est déjà le meilleur du monde, si j'ose dire, à contrario. Donc vraiment pas d'augmentation de cotisation, ça me paraît une évidence. Ensuite, si vous voulez, je crois que c'est vraiment la limitation, l'augmenter de l'âge de départ à la retraite. On y est contraint et puis ça me paraît assez logique quelque part, mais on peut réfléchir à tous les autres moyens. Et pour mener à bien cette réforme des retraites, le gouvernement déroule sa méthode, celle du dialogue social avec un calendrier qui se dessine. Vous le voyez, le 22 mai prochain, il y aura une conférence dite de méthode avec les partenaires sociaux. Et début juin, remise du rapport de la commission Moreau, chargée de présenter des pistes pour réformer les retraites. Les 20 et 21 juin se tiendra la conférence sociale avant l'élaboration du projet de loi prévu en juillet et son vote à l'automne prochain. Dans le meilleur des cas, bien sûr, le gouvernement veut aller vite pour éviter que ce dossier ne catalyse les mécontentements. On écoute sur ce sujet le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Certains pensent que le gouvernement voudrait aller vite à la hussarde. Il n'en est absolument pas question. Il n'y a pas là, de notre part, urgence ou diktat. Il y a volonté de prendre les problèmes à bras-le-corps, de les traiter avec une méthode qui est celle du dialogue social. Voilà, et même si le gouvernement affirme qu'il ne veut pas aller vite, il a déjà son idée pour réformer les retraites. On voit tout cela avec Cécile Sixou.
Le dossier est prioritaire pour Matignon, car si rien n'est fait, le déficit des retraites, actuellement de 14 milliards d'euros, pourrait en 2020 atteindre 20 milliards d'euros. Parmi les pistes envisagées par le gouvernement, l'allongement de la durée de cotisation. Actuellement de 41,5 annuités, elle pourrait passer à 44. En d'autres termes, une personne qui commence à travailler à 26 ans pourra toucher 100% de sa retraite vers l'âge de 70 ans. Autre mesure, mettre les retraités à contribution. Et là, deux options sont à l'étude. La première propose une désindexation des pensions qui ne serait alors plus évaluée chaque année en fonction de l'inflation. L'autre, une augmentation de la CSG, mise au même niveau que celle payée par les actifs, soit 7,5%, ce qui pourrait représenter 140 € en moins par an pour les retraités. Matignon compte boucler les négociations en juillet, mais elles s'annoncent d'ores et déjà musclées. Manuel Valls et Christiane Taubira ont présenté à Lyon un premier bilan des zones de sécurité prioritaires. 64 quartiers difficiles bénéficient du dispositif sur mesure pour lutter contre la délinquance selon le ministre de l'Intérieur. Alors qu'en est-il réellement sur le terrain? Voyez ce reportage à Barbès, à Paris, de Paul Bouffard et lui, Sybille. À la sortie du métro Château-Rouge, dans le 18e arrondissement de Paris, les patrouilles de police se sont multipliées pour stopper la délinquance. Des vendeurs à la sauvette sont interpellés, conduits directement au commissariat avec leurs marchandises. Pourtant, quelques minutes plus tard, les étals ont repris place. Pour le syndicat de police Alliance, les ZSP ne sont qu'un pansement à la délinquance. On a un effet déplacement de la délinquance. Les délinquants s'adaptent aujourd'hui. Ils s'adaptent à la présence policière par rapport à ce nouveau dispositif qui est mis en place. C'est malheureux, mais c'est un constat qui est aujourd'hui présent, relevé par mes collègues. Pour Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, il faut rester pragmatique. Selon lui, rien n'empêche les forces de l'ordre de dépasser les frontières de ces zones. Sur ce territoire d'1 kilomètre du nord au sud, de 500 mètres d'est en ouest, le maire Daniel Vaillant espère des effectifs supplémentaires. Oui, les résultats sont encourageants. Parce qu'on y travaille différemment. On y concentre des moyens policiers. La justice elle-même a des magistrats référents qui font un formidable travail en partenariat parce que c'est le maître mot. C'est donc un état d'esprit différent. Et moi, ce que je souhaite à l'avenir, quand les moyens seront là, supplémentaires, c'est que ce zonage se généralise d'une certaine manière. La ZSP 18 cache une autre réalité. Selon le syndicat de police, depuis le début de l'année, les cambriolages auraient plus que doublé dans les quartiers limitrophes au 18e arrondissement. La mission dirigée par Pierre Lescure a remis ce lundi au président de la République son rapport sur l'adaptation des politiques culturelles au numérique. Au menu, une réforme de la lutte contre le piratage et la taxation des smartphones et des tablettes. Une taxe, encore une. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Taxé, toujours taxé. À peine remis, le rapport Lescure sur le financement de la culture fait grincer des dents. Parmi les dispositifs prévus, le rapport préconise de taxer les smartphones et les tablettes pour financer la création de contenus culturels. Deuxième mesure phare, la suppression d'Adopi. Pierre Lescure propose de transférer une partie des compétences de la haute autorité chargée de lutter contre le téléchargement illégal au CSA. Les coupures d'Internet pour les fraudeurs sont suspendues, mais le dispositif de la riposte graduée et les amendes sont maintenus. Ce que projette Pierre Lescure, c'est de remplacer cette sanction pénale, la coupure de l'accès, par des amendes. Donc on repasse dans le domaine administratif. Donc là, on peut à nouveau automatiser, aller à toute vitesse et envoyer des sanctions à l'appel. Plus de sanctions, pour nous, ça veut dire une Hadopi plus répressive. Pour le gouvernement, ces propositions vont servir de support pour sauver l'exception culturelle française. Les 80 propositions, elles vont être expertisées et très rapidement, l'idée c'est qu'on puisse les mettre en application le plus vite possible, notamment concernant la suppression de la possibilité de couper l'accès à Internet pour nos concitoyens, mais aussi évidemment améliorer la rémunération des créateurs et élargir l'offre légale. Enfin, le rapport projette d'assouplir la chronologie des médias. Aujourd'hui, un film n'est accessible en VOD que 4 mois après sa sortie en salle. Ce délai pourrait passer à 3 mois. La suite du 22h, je vous le disais dans les titres, c'est une semaine
Chargé sur le plan économique et politique qui s'annonce, réunion avec l'ensemble de la Commission européenne ce mercredi. Deuxième conférence de presse du quinquennat le lendemain, 2 rendez-vous au cours desquels François Hollande va défendre son action et tenter de convaincre du sérieux de ses réformes et de son cap. On en parle avec Philippe Gouliot. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Chef du service politique du Figaro et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, le chef de l'État doit rencontrer l'ensemble de la Commission européenne et son président Barroso ce mercredi. Au menu bien sûr le prochain sommet de la zone euro, mais aussi et surtout les réformes structurelles de la France. Le président doit convaincre de sa volonté réformatrice. Et oui, c'est le troc qui a été conclu entre le fait je vous donne 2 années de sursis, non pas pour que vous vous orientez vers une politique un peu plus laxiste, mais parce que je suis consciente, moi la Commission européenne, que les réformes que vous avez à engager sont extrêmement profondes, donc il vous faut du temps, et voilà, vous avez 2 ans pour les faire. Donc voilà le message qui était envoyé sur ce sursis de 2 ans. Et la Commission européenne a déjà laissé filtrer les axes de réforme que devrait appliquer la France dès l'année prochaine. C'est de cela dont François Hollande va discuter avec eux mercredi prochain. Il y a 3 axes. Il faut que vous assuriez la pérennité du financement des retraites en France. Vous voyez, ça a commencé d'ores et déjà aujourd'hui. La libéralisation du marché du travail et le développement de la concurrence dans l'économie française. Donc on a déjà commencé sur la réforme des retraites. On va se mettre d'accord avec la Commission européenne sur ces 3 actes qui ne sont pas officiels, mais qui le seront le 29 mai, quand la Commission européenne publiera ces différents axes avec l'accord du président. Donc on est engagé véritablement de manière assez brève sur des réformes structurelles profondes. Alors les retraites, Jean-Louis, dossier chaud et épineux. Le gouvernement avance pas à pas. Il faut éviter que ce projet joue le rôle de catalyseur de la colère et n'agrège les mécontentements. Il faut se rappeler que quand même, lors de la réforme de 2010, organisée par M. Sarkozy, François Hollande était dans les manifestations. Donc il a pu tester lui-même physiquement à quel point ce sujet était sensible dans la population française. Le problème, c'est que la réforme de M. Sarkozy est évidemment incomplète. Nous devions revenir à l'équilibre en 2017. Or, nous allons vers 20 milliards de déficit. Que faire face à ces 20 milliards? Alors, évidemment, il y a un sens interdit pour M. Hollande. C'est évidemment d'allonger, de reporter à plus tard l'âge qui ouvre le droit à la retraite. Il aimerait peut-être bien le faire, mais ça, c'est absolument impossible. Et il a tellement manifesté, il a protesté tellement contre, ses députés ont voté tous unanimement contre. Comment pourrait-il passer de 62 à 63 ans? Ce n'est pas possible. Il pourrait évidemment dire, puisque les 62 ans interviendront normalement en 2017, il pourrait rapprocher cette date. Mais quelque part, ça avaliserait le fait que la réforme de M. Sarkozy était une bonne réforme. Donc on le voit difficilement. Donc il y a d'autres pistes. Les pistes, c'est l'allongement de la durée de cotisation. Le problème, c'est que ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, alors que rapprocher l'âge de la retraite, ça en rapporterait beaucoup. Et puis, ça a été dit à l'instant, la fiscalisation, de remettre au même niveau la fiscalisation des retraites que sur les salariés, ça rapporte beaucoup d'argent. Ou bien geler les retraites, et ça aussi, ça rapporte beaucoup d'argent, mais ça rapporte aussi beaucoup d'ennuis. Oui, on aura donc l'occasion d'en reparler, Jean-Louis Gombault, merci. Alors, semaine très politique, l'an 2 du quinquennat Philippe Gouliot de François Hollande démarre sous tension. Il y a, dit-il, une obligation de résultat pour l'équipe gouvernementale. Le chef de l'État sera en première ligne, lui, ce jeudi pour sa conférence de presse. Oui, alors c'est la deuxième conférence de presse à l'Élysée. C'est toujours un moment très impressionnant, avec un rituel républicain. On se souvient des conférences très théâtrales du général de Gaulle. On se souvient de celle de Georges Pompidou, avec notamment la fameuse phrase sur Gabriel Russier. Enfin, bon, tout ça, c'est des grands moments. La conférence de presse de François Hollande en novembre avait été réussie. Oui. C'est probablement d'ailleurs une de ses meilleures prestations depuis son élection. Et là, évidemment, il est très attendu. Alors, la situation n'était pas réjouissante en novembre quand il a fait sa première conférence de presse. Mais alors là, c'est bien pire. L'exercice est d'autant plus compliqué qu'il n'y a plus la curiosité pour la première conférence de presse. Il y avait plus la curiosité, mais on a quand même envie aussi de savoir comment il peut se sortir de cette situation terrible, enfin effrayante.
Et donc il peut y avoir une curiosité pour voir comment il va faire son salto arrière. Ça va être assez amusant. Les critiques se multiplient, y compris à l'intérieur de son propre camp, pour donner surtout dans son propre camp. Surtout pour donner un nouveau souffle, une accélération en cette deuxième année. On va voir les phrases de Claude Barthelin ou encore de Ségolène Royal, mais un second souffle, ça ne se décrète pas. Non, ça ne se décrète pas. Alors il peut trouver les mots pour accompagner un mouvement, mais de toute façon, François Hollande le sait depuis le début, il est attendu sur les résultats, et là pour l'instant les résultats, on ne les voit pas venir. Donc que peut-il faire? C'est vrai que c'est une semaine très difficile pour lui. Il y a ce rendez-vous de Bruxelles dont vient de parler Jean-Louis. Il y a aussi le vote au Sénat sur l'ANI et le vote à l'Assemblée. L'ANI, c'était de la Corse sur l'emploi, qui là aussi fait grincer les dents à la gauche de la gauche. Il va y avoir le vote à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi communiste sur l'amnistie des syndicalistes. Alors là aussi, ça va grincer des dents terriblement. Il y a une cinquantaine de députés socialistes qui pourraient la voter. C'est quand même pas rien. Il y a cette conférence de presse. Voilà, le mouvement sur les retraites qui est enclenché. Tout ça, ça fait des pierres dans la chaussure de François Hollande, parce que la gauche de la gauche ne va jamais accepter tout ça. Et j'ajoute à tout ce que vous venez de dire un rendez-vous statistique. Mercredi matin, 7h30, l'INSEE publie la croissance du premier trimestre 2013. Or, vous vous rappelez que le quatrième trimestre 2012, c'était moins 0,3%. Et là, il y a pas mal d'analystes qui vous disent ça sera moins 0,2. Oui, Jean-Louis, il y a eu, semble-t-il, une bonne nouvelle, une estimation de la Banque de France aujourd'hui. Du deuxième trimestre pour 2013, qui a été publié aujourd'hui, plus 0,1%. Mais ça, c'est une estimation pour le deuxième trimestre, et ce qui sera publié mercredi matin, et ça sera la veille de la conférence de presse, je crois que c'est important, parce que à 7h30, si jamais, je n'en sais rien, ce chiffre de moins 0,2, ça veut dire que la France est en récession, ça publie à 7h30. À 7h32, vous pouvez être sûr que le bombardement de la droite va commencer en disant il nous mène à l'impasse, à la catastrophe, nous sommes en récession, alors que l'on était sorti du temps de Sarkozy, etc., etc. Et donc, dans la conférence de presse, il faudra qu'ils rebondissent sur ce chiffre en disant oui, mais j'ai un cap, mon chômage, le chômage des Français, et ensuite mes grandes orientations économiques et politiques. Et mon bilan, ça, exactement. Le dire, hein, Philippe Goulou. Donc semaine sous haute tension. Sous haute tension, absolument. Avec en plus, sans doute, la décision du Conseil constitutionnel sur le mariage pour tous. On aura donc l'occasion de reparler de tout cela. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour vos analyses. Merci, Sonia. Et j'ajoute que le 22h vous proposera une édition spéciale d'1 heure jeudi soir, avec un débat politique, l'analyse bien sûr de nombreux éditorialistes et notre dessinateur Hervé Baudry pour croquer cet exercice de la conférence de presse. Dans l'actualité, le risque d'extension du conflit syrien n'a jamais été aussi fort. D'un côté, le Hezbollah libanais et l'Iran, de l'autre, la Turquie et Israël. Tous ces acteurs régionaux s'impliquent chaque jour davantage dans la guerre civile syrienne sous les yeux d'une communauté internationale figée. On voit tout cela avec Julie Hulin. 48 morts, plus d'une centaine de blessés. Le double attentat survenu samedi à Reyhanli, le long de la frontière syrienne, a laissé la Turquie sous le choc. Ankara met en cause le régime de Bachar al-Assad, signe que la guerre civile syrienne a encore une fois débordé les frontières. Un conflit qui a déjà fait plus de 80 000 morts et déplacé des millions de personnes. 5 États vivent les conséquences directes de la crise syrienne. La Turquie, l'Irak, la Jordanie, le Liban et Israël. Le Liban et la Jordanie doivent faire face à une crise humanitaire sans précédent avec l'accueil de millions de réfugiés. Si Israël se défend de toute implication dans le conflit, il a mené lundi dernier 2 raids au nord de Damas. Ces frappes auraient visé des armes destinées au Hezbollah libanais. La crainte d'une escalade majeure qui enflammerait l'ensemble du Proche-Orient s'amplifie. Russes et Américains se sont rapprochés, proposant la tenue d'une conférence internationale réunissant régime et opposition pour trouver une solution politique. Objectif, relancer le processus de Genève conclu le 30 juin 2012 entre les grandes puissances. Il prévoit un arrêt des combats et la formation d'un cabinet de transition avant de futures élections démocratiques, mais sans trancher clairement sur le rôle de Bachar al-Assad. Et notre invité sur ce sujet, Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes professeur des universités, directeur de l'IREMO. Alors, on l'a vu, il y a une implication croissante de toute la région, avec d'un côté le Hezbollah libanais, Israël, la Turquie, l'Iran. Est-ce qu'on peut dire que le risque d'exportation du conflit syrien n'a jamais été aussi élevé, fort ? Je crois que il suffit de regarder l'actualité et on a bien vu à quel point ce risque est déjà là.
Et je crois qu'il est, en même temps, il faut nuancer, parce que par exemple, ce qui s'est passé avec Israël, je ne crois pas que ce soit un risque d'élargissement du conflit. C'est, je crois, une politique très précise d'Israël qui voit ses propres lignes. Des bombardements ciblés sur un convoi d'armes. Donc, mais ça, c'est plutôt une politique israélienne qui vise leurs propres lignes rouges et qui vise, disons, leur sécurité. Ils regardent ça, mais sans que ce soit, à mon avis, une véritable implication, même si, bien entendu, c'est aussi une implication dans le conflit syrien. Ce qui s'est passé en Turquie est d'une autre nature. On n'a pas encore les éléments qui prouvent que c'est le régime. Enfin, il y a quand même des chances assez sérieuses, si je puis dire, que ce soit le régime. Donc là, oui. Et puis, c'est vrai aussi par rapport à la Jordanie, dont on ne parle pas. Mais c'est clair que ça peut être une déstabilité de la Jordanie. Et du Liban. Du Liban pour des raisons évidentes, parce que c'est un pays qui est déjà très fragile, où les communautés sont fragiles et sont divisées sur la question de la révolte populaire syrienne. Et donc, le fait qu'il y ait des centaines de milliers de réfugiés syriens au Liban va évidemment accentuer encore les risques de déstabilisation. Donc, il faut à chaque fois voir ces déstabilisations dans leur contexte. Mais il n'empêche que globalement, bien sûr, oui, il y a une déstabilisation de la région et ça peut évidemment s'aggraver davantage encore. Et tout cela se passe sur fond de, on va dire, ballet diplomatique à Moscou. Demain, justement, il y a le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui va s'y rendre. La semaine prochaine, ce sera Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Les Syriens semblent être au centre du jeu, mais qu'est-ce qui pourrait les convaincre de lâcher leur allié syrien ? Vous voulez dire les Russes ? Les Russes. Oui, mais je crois, si vous voulez, enfin, mon sentiment dans cette affaire, c'est que vous avez deux niveaux. Vous avez le niveau de la scène diplomatique et nous avons le niveau de la réalité du terrain et des affrontements terribles, vraiment terribles, qui se déroulent chaque jour. On a quelques éléments, mais au fond, on est très mal informé sur ce qui se passe. Il faut aller chercher ces informations. Elles sont horribles quand on les découvre. Et je ne crois pas qu'il puisse y avoir de changement sur la scène diplomatique s'il n'y a pas des changements sur le terrain lui-même. Autrement dit, si la situation des rapports de force sur le terrain reste ce qu'elle est, c'est-à-dire à peu près équilibrée. Et qui dure depuis 2 ans. Et qui dure et qui pourrit aussi, et d'abord sans doute la vie des Syriens de manière dramatique, eh bien je ne vois pas pourquoi tel ou tel acteur, et notamment le régime de Bachar el-Assad ou les Russes, céderaient dès lors que sur le terrain, ils sont en capacité d'espérer durer et peut-être même de l'emporter. Je crois qu'il faut bien avoir cette idée dans la tête. Et moi, je crois qu'un régime comme celui-là, il faut le comparer avec d'autres régimes dans d'autres situations. Par exemple, ce qui s'est passé en Bosnie, par exemple, ce qui s'est passé en Libye. Mais prenons la Bosnie pour changer complètement de région. Eh bien là, on avait un exemple assez clair de personnages qui ont été très loin dans la violence et qui n'ont finalement été freinés, non pas par des, disons, balais diplomatiques, pour reprendre votre juste formule, mais par une réalité sur le terrain. Quand il y a eu une intervention militaire qui a fait que finalement Milosevic a dû arrêter, accepter Dayton. Et on a revu ça quelques années plus tard avec le Kosovo, où c'est l'OTAN qui est intervenu. Alors je ne dis pas qu'il faut que l'OTAN intervienne aujourd'hui en Syrie, d'ailleurs c'est strictement impossible, donc c'est pas le sujet. Mais je veux dire qu'il faut penser ces questions-là par rapport aux réalités de rapports de force. On ne négocie pas pour aller lâcher quelque chose que l'on tient par ailleurs sur le terrain. Je crains fort que cet axiome assez banal se vérifie dans les jours ou dans les semaines qui viennent à l'issue de ces balais diplomatiques. Et Jean-Paul Chagnolo, il y a aussi le flou américain. Barack Obama semble hanté par le désastre de l'Irak, conscient de la complexité confessionnelle du pays, je parle de la Syrie, et effrayé à l'idée d'armer, eh bien, on va le dire, des factions d'Al-Qaïda. Vous savez, les choses sont simples. Ou bien il prend des risques extrêmement calculés, extrêmement mesurés, pour tenter de bouger sur le terrain pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, ou bien il continue dans cette position qui est une position attentiste, assez frileuse, même si on peut tout à fait comprendre le fait qu'il n'a pas envie de voir les États-Unis à nouveau impliqués au Proche-Orient. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? On le sait déjà, c'est-à-dire que les plus radicaux vont l'emporter, et les plus radicaux vont obtenir des armes ailleurs, et donc la situation sera encore moins maîtrisable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Autrement dit, je pense profondément que l'attentisme des Occidentaux, et bien entendu les États-Unis, mais aussi l'Europe, eh bien, est une très mauvaise chose pour l'avenir. Je crois que c'est pas un service qu'on rend aux Syriens, ni même à nous-mêmes, si on prend de manière très froide les intérêts des États-Unis ou de l'Europe. Attentisme européen, mais au début, la France a été en pointe. Et puis, silence radio. Est-ce que les rivalités, les ambiguïtés, la radicalisation d'une partie des rebelles a douché tous les espoirs ? Vous savez, je crois qu'il y avait beaucoup de pusillanimité dans les déclarations de certains leaders occidentaux. Je pense que la France et la Grande-Bretagne ont eu le courage à un moment donné de dire « nous allons reconnaître la coalition nationale syrienne ». Ils l'ont fait en grande partie et nous allons les armer. C'est ce que François Hollande a dit et les Anglais, enfin les Britanniques ont dit la même chose. Et ce qui est un peu préoccupant, on va dire, c'est qu'ils l'ont dit, mais ils ne l'ont pas fait.
Et ça a des conséquences graves, et notamment sur le terrain, parce qu'évidemment, beaucoup de gens sur le terrain ont dû penser que voilà, la France va faire un geste concret, va suivre ce qu'elle avait effectivement indiqué. Et ça ne s'est pas fait. Et je crois que ça, annoncer et ne pas faire, il vaut mieux faire et ne pas dire, plutôt que de dire et ne pas faire dans des conditions aussi dramatiques que celles que vivent les Syriens. On a l'impression que vous nous dites que l'intervention militaire, j'entends, est impossible, mais qu'en même temps c'est inacceptable. Donc, Oui, je pense qu'effectivement une intervention classique du type communauté internationale avec l'aval du Conseil de sécurité est aujourd'hui impossible. On le sait bien, il y a le veto russe, et sans le Conseil de sécurité, c'est aussi sans doute ajouter la guerre à la guerre. Mais en dehors de cette formule qui est impossible, il me paraît évident que la non-intervention est inacceptable, insoutenable à terme, et par conséquent il faut trouver des formules qui permettraient d'intervenir. Mais je crois que c'est ça qu'il faut chercher, surtout si on prétend ensuite modifier la donne sur le plan diplomatique. Alors on a parlé des puissances, États-Unis, Russie, on a parlé des acteurs régionaux, Israël, Iran, Turquie, Irak d'ailleurs aussi, et les pétromonarchies du Golfe. Quel rôle jouent-elles? Je crois Quel rôle trouble jouent-elles? C'est assez clair, c'est-à-dire que le Qatar, par exemple, a eu pendant plusieurs années un rôle de médiateur au Proche-Orient de manière générale, à l'égard des Palestiniens, à l'égard des Libanais. On se souvient d'un certain nombre d'actions qui étaient assez positives du point de vue diplomatique. Aujourd'hui, le Qatar s'est clairement engagé. Et il s'engage clairement du côté plutôt des frères musulmans. Quant à l'Arabie Saoudite, qui est un peu en retrait dans tout ça, mais n'empêche qu'indirectement, sans doute par ses fonds, dans les deux sens du terme, les fonds financiers et puis les fonds privés, eh bien, ils soutiennent plutôt les salafistes. Donc en fait, ils ajoutent de la confusion à une situation déjà extrêmement compliquée par rapport à leurs propres intérêts. Autrement dit, aujourd'hui, tout le monde intervient, sauf les Occidentaux qui se demandent ce qu'il faut faire. Et je pense qu'à un moment ou un autre, s'ils veulent vraiment peser sur le plan diplomatique, il faudra qu'ils prennent des risques aujourd'hui qu'ils n'osent pas prendre. Et je crois que c'est tout à fait indispensable. Sinon, on va tourner en rond. Et puis surtout, je pense que la situation risque de se dégrader profondément. Et je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension politique, puis il y a une dimension qu'on ne doit pas oublier et qu'il faut rappeler, c'est la dimension éthique. C'est-à-dire que le jour où il faudra reconstruire la Syrie, on se souviendra de ces fautes à l'égard de l'éthique que les uns ou les autres auront pu faire. Et je crois que c'est fondamental. Il faut remettre de l'éthique dans cette politique. Merci beaucoup, Jean-Paul Chagnollo, pour votre analyse. Merci à vous. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Mounir Soussi. La Cour suprême des États-Unis donne raison à Monsanto face à un producteur de l'Indiana. Le fermier était poursuivi pour avoir replanté et cultivé des graines de soja modifiées génétiquement, brevetées par le géant de l'agrochimie. La justice estime que l'exploitant n'a pas respecté son contrat avec Monsanto, qui interdit de réutiliser les graines. Il aurait dû en racheter chaque année. Le fermier de 75 ans est condamné à verser 85 000 $ à Monsanto. Des centaines d'usines fermées au Bangladesh pour raison de sécurité. La colère des travailleurs empêche un retour à la normale. 3 semaines après l'effondrement meurtrier d'un immeuble abritant des ateliers de confection, la colère ne retombe pas. Le drame a coûté la vie à 1127 personnes, un bilan qui pousse le gouvernement à agir. Il vient de proposer de faciliter la création de syndicats et se penche sur une hausse des salaires qui atteignent aujourd'hui 40 $ par mois. L'état du second malade atteint du coronavirus se dégrade. Désormais, le pronostic vital des 2 patients contaminés en France est engagé. La ministre de la Santé a annoncé que les 162 personnes en contact avec les 2 malades font l'objet d'une surveillance rapprochée. Ce virus, dont le foyer se trouve au Moyen-Orient, a causé la mort de 18 personnes à travers le monde. Faire du sport un outil d'insertion. C'est l'objectif de l'Agence pour l'éducation par le sport qui remettait ses trophées des collectivités ce soir au Sénat. Et cette organisation a plusieurs idées pour promouvoir le sport. On a fait aussi des propositions pour que le sport soit partie prenante de tous les dispositifs de réussite éducative, de politique de la ville, des rythmes scolaires. Les rythmes scolaires sont une formidable opportunité pour faire évoluer les services des sports. Des municipalités comme Lille, Nanterre ou Vénissieux ont été récompensées. Jérôme Cahuzac réapparaît sur le marché de Villeneuve-sur-Lot. Pour Chonu, dans le dessin du jour, ce n'est pas une tentative de retour sur la scène politique, mais simplement la promenade d'une personne pragmatique qui cherche à mettre ses casseroles à profit. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Comme tous les lundis, c'est votre soirée documentaire sur Public Sénat. Avec ce soir, la vérité sur les prisons russes. C'est tout de suite. Quant à moi, je vous dis à demain.
22h et avec plaisir. Je me présente toujours au tribunal dans le même état d'esprit, prêt à me battre. Je veux que le monde entier sache ce qui se passe dans nos tribunaux, car c'est inhumain. Ce n'est pas un procès, c'est un lynchage. Je dirais qu'en Russie, environ 30% des détenus sont innocents, victimes de procès, commandités par leurs concurrents ou directement par les autorités. Voilà ce qu'on appelle le crime économique en Russie. Dans les prisons russes, tout est fait pour casser ta personnalité. Et quand tu as un enfant, c'est une raison de plus pour te manipuler. Moi, j'étais dans une prison exemplaire, où on respectait strictement les règles. Sauf que ces règles datent de 1937. Désormais, j'ai peur pour le pays. Chacun peut se retrouver en prison du jour au lendemain, même innocent, et souffrir comme nous avons souffert. Dans la Russie d'aujourd'hui, le président élu ne se fait plus acclamer par la foule. Il fait évacuer les rues de Moscou pour y défiler à l'abri de ses opposants. Dans cette Russie-là, la classe moyenne est entrée en résistance. En première ligne, des femmes d'affaires, de conviction, de caractère. Passionnariat dressé contre l'oligarchie et l'arbitraire d'une justice aux ordres. Уважаемые граждане, заседание закончилось. Убедительная просьба покинуть территорию. Le tribunal déclare Kozlov Alexis Alexandrovitch coupable au titre de l'article 159, détournement de fonds, et de l'article 30, tentative de blanchiment d'argent. Il est condamné à 5 ans de camp de travail en régime général. Sourire ironique pour une sentence sans surprise. Un dernier regard à son épouse Olga Romanova et l'homme d'affaires Alexis Kozlov, condamné pour détournement de fonds, part en prison avec son sac, préparé en prévision d'une condamnation connue d'avance. Procès symbole pour tous ses supporters d'une justice corrompue. Nous obtenons l'autorisation d'entrer dans la prison où le trader déchu est détenu. Notre guide, la journaliste Zoya Svetova, fille de dissidents soviétiques condamnés au goulag, est membre d'une association de visiteurs de prison.
Elle seule est autorisée par le juge à rencontrer le prisonnier. Здрасте. 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 Как у вас дела? Давно не виделись. Il faut que vous sachiez que les conditions de détention avant l'audience ne s'améliorent pas. Ils nous laissent mariner, recroqueviller pendant des heures dans une cellule spéciale sans lumière. Vous voulez dire lorsqu'on vous amène au tribunal? Oui, c'est ça. On ne peut pas se préparer correctement au procès dans ces conditions. La dernière fois, j'y ai passé 1 heure avant et 5 heures après, sans compter les trajets. Est-ce qu'on vous donne à boire au moins? Non, non, on m'interdit même de prendre de l'eau. Le détenu sera bientôt transféré à 250 km de Moscou, dans un camp de travail au régime beaucoup plus dur que les prisons comme celle-ci. Pour l'instant, Alexis se sent en sécurité. Il peut participer à la promenade et peut même prendre des douches pour 2 € par jour. Si la douche est payante, la sécurité est hors de prix. Alexis dit avoir reçu des menaces de mort. On a fait des travaux, celle-là vous pouvez la voir. D'après le règlement, chaque détenu dispose de 4 mètres carrés. Mais difficile d'en avoir le cœur net. La seule cellule que l'on nous montre est vide et sans la peinture fraîche. Vous en avez d'autres, comme celle-ci, mais occupée? Non, non, c'est la plus grande. Et on fait les travaux au fur et à mesure. La loi russe précise bien que les hommes d'affaires n'ont pas à être mélangés aux criminels de droit commun. Mais en réalité, ils doivent cohabiter avec des détenus dangereux. Parfois, le juge d'instruction demande au chef de prison qu'il soit mis dans des conditions psychologiques difficiles, avec des déséquilibrés par exemple, sous pression, pour qu'il dise ce que veut entendre le juge d'instruction. Mais ça, personne de la prison ne vous le dira jamais. Seuls les anciens détenus, lorsqu'ils sortent, le racontent. Et ils sont nombreux. En Russie, un entrepreneur sur 6 a déjà été poursuivi pour crime économique. Sur les 120 000 condamnés actuels, 10 000 seraient victimes de procès totalement fabriqués. Il y a 1 an, entre 2 verdicts, nous avions rencontré Alexis Kozlov en liberté provisoire. Auprès d'Olga, sa femme journaliste, il profitait d'un cours sursis, obtenu de haute lutte. La Cour suprême venait d'annuler sa première condamnation, mais ordonnait un nouveau procès après 3 ans de camp. Je connais chaque pierre, chaque trou de cette palissade. J'ai attendu de si longues heures là-bas. Ça rappelle les camps de concentration, mais chez nous, ils fonctionnent toujours. L'entrepreneur prend note et publie sur un blog chaque détail de son séjour en prison. Victime, dit-il, de la cupidité de son ancien associé, un sénateur influent qui s'est offert les services d'un juge véreux. C'est comme si le juge lui-même et les enquêteurs marchandaient leurs services. Ils travaillent pour l'État, mais vendent leur pouvoir, en touchant des pots de vin pour mettre les gens en prison. En l'occurrence, ils ont été achetés par mon ancien collaborateur. Il a payé pour organiser ce procès, et ça lui a permis de récupérer mes parts de la société à un coût beaucoup moins élevé que par la voie légale. Moi, j'étais beaucoup moins naïf que mon mari. Depuis plus d'1 an, je lui disais « Quitte le pays, tôt ou tard tu te feras arrêter toi aussi ». Parce qu'en tant que journaliste économique, je connaissais une bonne 50aine d'hommes d'affaires qui s'étaient retrouvés en prison du jour au lendemain, suite à des procès fabriqués. Dans le fond, j'étais prête, mais le vrai choc, c'est qu'ils ne sont pas 50, ni 500, ni même 5000, mais beaucoup plus. Ces faux procès rongent tout le pays.
Voilà notre calendrier. À chaque page, une affaire et une femme, laissée à l'abandon, avec parfois plusieurs enfants à charge. C'est pour défendre leurs droits qu'Olga a lancé son association, La Russie aux arrêts. Là, c'est une fille de Kirov. Le gouverneur de la région a mis son mari en prison. Il gérait une usine de pâtes, des macaronis. Voilà donc ce que seraient les ravages d'une justice vendue au plus offrant. Mais en Russie, il y a encore plus radical pour désigner un coupable, avec des ordres qui viennent directement d'en haut. Maria Baronova, un visage d'ange menacé par l'appareil politico-judiciaire. Nouvelle figure de l'opposition à Vladimir Poutine, elle fait l'objet d'une enquête pour provocation. Son tort ? Avoir manifesté le 6 mai dernier contre l'investiture du nouveau président. Elle risque 2 ans de prison. Salut, je suis un peu en retard, excuse-moi. Où est-ce que je dois aller maintenant? Vers le podium ou vers la place Pouchkine? Mais compte bien retourner manifester aujourd'hui. Ok, j'ai compris, je me dépêche, salut. Qu'est-ce que vous risquez à aller manifester? Je ne sais pas, je ne veux pas y penser. Mon avocat vient de m'appeler pour me mettre en garde. Il m'a dit, n'y va pas, sous aucun prétexte. Il ne faut pas que tu te fasses coffrer, surtout pas. Là, je choisis mes magazines au cas où. Si on m'arrête, je passerai des heures au poste de police. Il faudra bien s'occuper. Bon, il est où mon chargeur? Désormais sous surveillance judiciaire, l'ancienne assistante parlementaire n'a plus le droit de quitter Moscou, où elle élève seule son fils de 5 ans. Encore traumatisée par la perquisition musclée de son appartement en juin dernier. Évidemment, je me suis sentie agressée. C'était comme si j'avais commis un attentat. Des inconnus débarquent dans ton appartement avec des kalachnikovs et une scie électrique pour découper ta porte. Heureusement, la nourrice était seule. Mon fils était chez sa grand-mère dans la maison de campagne. Ensuite, les inspecteurs de la protection de l'enfance sont venus. Ils menaçaient de m'enlever mon fils. Des fonctionnaires qui avaient voté Poutine, sans doute. Mais ils ont été très surpris. Ils ont bien vu que j'avais un appartement comme tout le monde, avec des meubles Ikea. Je n'ai rien de quelqu'un de marginal. S'attaquer à moi, c'était comme s'ils s'attaquaient à toute la génération Ikea, à toute la classe moyenne. J'ai reçu beaucoup de soutien. Ce samedi, une bonne partie de cette génération Ikea s'est donné rendez-vous pour la marche des millions. La classe moyenne place Pouchkine contre Poutine. Pour encadrer la manifestation, 8000 policiers ont été mobilisés. Et parmi les protestataires, même les absents viennent en renfort. Ça, c'est très symbolique. Ça représente tous les gens emprisonnés la dernière fois. Et aujourd'hui, ils manifestent quand même avec nous. Sur les 14 000 manifestants présents ce jour-là, libéraux, nationalistes et communistes se côtoient, avec un dénominateur commun, la défiance à l'égard de Poutine, lui qui avait pourtant su les séduire lors de sa première présidence, au tournant des années 2000. Moi, je suis une représentante modèle de la génération Poutine. J'étais même 100% derrière lui. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il nous trompait. Prenez l'exemple de Staline. Il était dictateur, mais il ne possédait rien à part ses bottes et son manteau. Il croyait en sa méthode répressive, il était même persuadé que le régime totalitaire renforcerait le pays. Le pouvoir actuel, lui, n'a qu'un seul but, se remplir les poches, et pour ça il utilise des méthodes répressives. Pour museler l'opposition, Vladimir Poutine a fait voter au printemps une série de lois liberticides. L'amende pour violation à l'ordre public a été multipliée par 200. 1 million de roubles, 3,5 fois le salaire annuel moyen.
Pas assez pour dissuader la Russie des artisans, des cadres et des petits entrepreneurs d'entamer ce qu'ils appellent leur révolution bourgeoise. On peut se permettre d'aller au café, on s'achète des produits high-tech. J'ai aussi une toute nouvelle Citroën. Ce n'est pas le bien-être matériel qui nous préoccupe, mais c'est notre droit à une justice équitable. Car ils peuvent te confisquer ton business à tout moment. Il leur suffit de fabriquer un procès, de monter une affaire. Sur simple demande d'un oligarque, par exemple, tu peux te trouver dépouillé. Le rejet de l'arbitraire et de la corruption qui se sont propagés depuis le Kremlin. Vladimir Poutine, 2 fois président, 1 fois Premier ministre, puis de nouveau président, depuis le 4 mars dernier, après un arrangement avec la Constitution. Je vous ai posé la question, allons-nous vaincre? Et nous avons vaincu. Une dérive autoritaire qui fait émerger de nouvelles consciences, parfois simples blogueurs, devenus acteurs politiques de premier plan. Si nous renversons Poutine, ça va se chiffrer pour lui en millions de dollars. Notre victoire, ce serait pour lui et sa bande la perte d'un yacht, d'une maîtresse ou d'une villa sur la Côte d'Azur. Ils ne pourront plus nommer leurs enfants à la tête des grandes banques et entreprises d'État, ni vivre de la corruption. Ce jour-là, dans le ciel de l'avenue Sakharov, 3 cagoules veillent sur les manifestants. Cagoules colorées, mondialement connues désormais. Les Pussy Riot, ce n'est pas que de la musique, mais un collectif de punkettes féministes, avant-garde subversive de la lutte anti-Poutine. Deux ans de prison, c'est la peine infligée à 3 des Pussy Riot en août dernier. Peine confirmée en appel pour 2 d'entre elles. Depuis, la vingtaine d'autres membres du collectif vit dans la clandestinité la plus totale. Recherchées par la police, elles ne communiquent plus que par messages codés et débranchent systématiquement leur téléphone pour chaque nouvelle action. Cette action a été réalisée par 2 participantes qui ont quitté le pays. Ça a été une décision difficile pour elles de s'éloigner, mais chacun fait son choix. Elles ont jugé qu'elles seraient plus utiles à l'étranger, d'où elles peuvent continuer à travailler les textes, composer les musiques et nous les envoyer. Tant qu'il n'y aura pas de système judiciaire et pénitentiaire digne de ce nom en Russie, on ne peut pas se permettre de mettre en danger les membres du groupe. Pour sa prière anti-Poutine du 21 février dernier, jugée profanatoire, le groupe avait choisi la cathédrale du Christ Sauveur, la plus grande église de Moscou, à 2 pas du Kremlin. Est-ce que vous êtes fier de cette action, malgré les conséquences? Cette action avait une dimension féministe. On a choisi de chanter sur l'autel, un endroit où les femmes n'ont pas le droit d'aller, dans l'église orthodoxe. Mais c'est aussi une action punk. Et la cathédrale du Christ Sauveur était l'endroit idéal pour ça. En ce sens, oui, c'est la plus belle performance des Pussy Riot. Une vraie réussite. L'action a mobilisé en Occident, mais elle reste incomprise par une majorité de Russes au tempérament conservateur. Parmi les dénonciateurs d'un procès digne de l'Inquisition, le mari de Nadia, Piotr Verzilov, artiste rebelle de 26 ans et inspirateur du groupe.
Le juge a violé toutes les règles écrites. Il a refusé de satisfaire les demandes de nos avocats, refusé d'auditionner nos témoins. Les filles ont été détenues dans la salle d'audience sans pause et quasiment sans manger, de 9 h du matin à plus de 22 h chaque jour. Le monde entier a vu avec ce procès qu'il n'existe même pas, ne serait-ce qu'un semblant de justice en Russie. Mais la masse continue à soutenir Poutine. Peut-être, mais souvenez-vous qu'en 1937, au pire moment de la répression stalinienne, lorsqu'on arrêtait et qu'on fusillait des milliers de gens pour rien, l'essentiel de la population soutenait aussi les sentences et les exécutions. Fyodor Verzilov, enfant des années 80, a grandi dans la Russie post-soviétique, bercé par le boom économique des années 2000. Une croissance de 7% en moyenne. Le revenu des ménages progresse de 15% par an pendant près d'une décennie. L'émergence d'une classe moyenne avec des rêves consuméristes mais aussi démocratiques. Aujourd'hui, elle représente un tiers de la population et réclame sa part du pouvoir politique et économique. Mais l'oligarchie résiste. Dans un quartier excentré, à l'est de Moscou, une femme d'affaires, directrice financière d'une société importatrice de produits chimiques, en a fait l'amère expérience. Yana Yakovleva est restée 8 mois derrière les barreaux en 2007. Victime, dit-elle, de la mafia ou plutôt de la bureaucratie. Aujourd'hui, elle conseille les dirigeants d'entreprises confrontés au système. Là, c'est une lettre de remerciement du directeur d'une grande entreprise laitière dans la région de Kostroma. Il a passé 2 ans en prison pour fraude. Les entrepreneurs, dans leur tête, pensent qu'ils sont en train de construire une économie de marché. Je me disais qu'en ayant toujours respecté la loi, comme je bossais beaucoup, mon business allait prospérer, j'allais être riche. C'était ça mon but. Je n'avais pas conscience qu'un autre système persistait parallèlement, un système qui n'a pas évolué depuis 1937, dont le seul but est de nous piller notre business et notre argent en protégeant les intérêts des plus corrompus. Journée de la liberté. C'était le slogan de la manifestation quand mes collaborateurs ont demandé ma libération, place Pouchkine. Pour symboliser la chimie, ils tapaient sur des barils bleus, comme ça. C'était en novembre 2007, au centre-ville de Moscou. À la tribune, le père de Yana, Victor. Si nous ne parvenons pas à faire libérer Yana Yakovleva, la répression touchera des centaines d'autres sociétés dans tout le pays. C'était la première fois en Russie qu'une manifestation était organisée pour demander la libération d'un entrepreneur. Victor se souvient du jour où les ennuis ont commencé pour l'entreprise de sa fille. Le jour où des fonctionnaires du département antidrogue ont fait une offre à Yana, une offre qui ne se refuse pas. Voilà, c'est là qu'on stocke une partie de nos échantillons. Ces fonctionnaires sont venus et nous ont dit qu'ils allaient nous proposer une super affaire. Ils nous ont dit, les gens qui produisent des drogues au Tadjikistan, en Afghanistan, ont besoin de vos diluants. Nous vous indiquerons les sociétés à qui les vendre et en échange, nous vous protégerons de tout. Vous n'aurez plus de concurrents. Beaucoup de sociétés acceptent ce genre de marché mafieux, mais Yana a refusé catégoriquement et en quelques jours, elle a été arrêtée. Grâce à la mobilisation, les charges ont finalement été abandonnées contre Yana. Elle a retrouvé sa société, mais a fait le deuil d'une justice russe indépendante.
On m'a offert ce marteau comme symbole de la justice. En principe, c'est vrai, c'est l'attribut du juge, le marteau. Mais le symbole n'est valable que chez vous, en Occident, et aux États-Unis. En Russie, le symbole de la justice, ce n'est pas le marteau, mais la clé USB. La clé USB du procureur. Celle qu'on amène au juge au moment du verdict pour qu'il la glisse dans son ordinateur et lise une condamnation écrite d'avance. C'est toute la différence entre nos deux systèmes. Notre symbole à nous, ce n'est pas le marteau, c'est la clé USB. Un marteau téléguidé et sans pitié. En Russie, 99% des procès débouchent sur une condamnation, plus encore que sous Staline. À 1500 km de là, aux confins des steppes, s'étend la République de Bachkirie, l'une des plus industrieuses de la fédération. C'est à Oufa, la capitale, que Masha, mère de famille de 41 ans, avait monté sa petite entreprise. C'était donc là votre ancienne agence immobilière ? Oui. Oui, d'ailleurs, rien n'a changé, sauf que c'est devenu un magasin. Il y a eu jusqu'à 40 personnes à l'époque. Les gens aimaient bien travailler ici. C'était très populaire. Masha n'a jamais su qui avait voulu lui nuire. Elle soupçonne un concurrent jaloux de sa réussite ou des fonctionnaires ripoux qui auraient payé un juge pour monter une fausse enquête contre elle et s'approprier son commerce devenu trop lucratif. Dans mon cas, c'était très clair. On m'a dit dès le début, tu apportes 30 000 $ au juge d'instruction et on referme l'affaire. Les avocats m'ont conseillé de le faire, mais je n'avais pas cet argent. Du coup, mon agence a été dénigrée dans la presse locale. Ma société a été détruite. On a dit partout que j'étais une escroc. Plusieurs tentatives d'intimidation du personnel et très vite, l'arrestation. Au titre de l'article 159 du Code pénal, escroquerie. Là, on voit bien. C'est la prison pour la détention préventive. Dans un premier temps, on m'a mise dans un cachot, une cage avec une grille métallique. En principe, on n'a pas le droit d'y détenir les femmes enceintes. On ne pouvait même pas s'allonger. Mais quelqu'un avait probablement donné des instructions pour me torturer un peu plus. D'après la loi russe, les femmes enceintes sont en droit de demander un report de peine. Mais le juge ne lui laissera pas cette chance. Malgré 4 mois de grossesse, Masha sera envoyée en camp pour 2 ans. Un train pour la Sibérie, qui reste toujours l'archipel du Goulag. Destination de centaines de milliers de détenus en Russie, pays perdu, des nouveaux parias du système. Les prisons de Staline sont devenues les prisons de Poutine. Voilà, c'est ma colonie. La colonie numéro 5 où j'ai passé 2 ans. La colonie pénitentiaire, autrement dit, un camp de travail où l'on purge les longues peines. Après d'âpres négociations avec l'administration carcérale, nous décrochons le droit, à titre exceptionnel, de retourner avec l'ancienne détenue sur les lieux de son calvaire. Il est le même pour les 47 000 prisonnières détenues en Russie. 10 heures de travail quotidien devant la machine à coudre.
Elles assemblent les chemises d'uniforme des policiers et des gardiens. La boucle est bouclée, avec un salaire d'1 demi-euro par jour qui paye la gamelle. En prison, le plus dur, c'est la détresse psychologique. Le travail, même très routinier, ça aide. Quand tu fais quelque chose de tes mains, tu tombes moins dans la dépression. Là, ce sont les uniformes de l'hiver, jupe obligatoire. Et voilà les vêtements d'été. Masha a séjourné pendant 2 ans avec 90 autres femmes dans ce quartier spécial. Cellule sans barreaux où l'intimité s'efface sous le poids des règles. C'est pour mesurer, vous voyez? Tous les lits doivent être faits comme ça, au millimètre près. Il faut s'y tenir tous les matins. Pas de place ici pour les objets personnels.